à tous, aujourd'hui on va parler de l'avant-dernier épisode du Seigneur des Anneaux, les Anneaux de Pouvoir, un épisode qui, vous allez voir, m'a laissé un sentiment en demi-teinte. J'ai beaucoup aimé certaines choses et d'autres m'ont un petit peu gêné, voire parfois ennuyé. Après un épisode 6 qui mettait en scène une grande bataille sous différents angles et qui nous permettait d'avancer encore plus dans l'histoire, tout en permettant aux personnages de se rencontrer et enfin avoir des intrigues qui s'entrelaçaient, cette fois-ci avec l'épisode 7, on revient à un rythme qui était beaucoup plus lent, comme c'était le cas au tout début de la saison, et vous allez voir que, à mon sens, cela risque de poser un problème si l'épisode 8 est de la même trempe. Ce nouvel épisode nous permettait d'avoir les conséquences suite à la fin de l'épisode 6, où le Mordor s'éveillait grâce à un stratagème mis en place par le camp du mal, et c'est justement là qu'il y a un petit problème pour moi, c'est que dans l'épisode précédent, on avait un rythme qui était encore plus soutenu, le fait que les personnages se rencontraient, les intrigues qui s'entrechoquaient, certains mystères qui étaient élucidés et d'autres qui naissaient, et là on revient un petit peu à ce que la série nous avait habitués depuis le départ, c'est-à-dire un rythme lent, des personnages qui prennent le temps, qui discutent, il n'y a pas vraiment d'action qui se déroule là, certes effectivement comme je l'ai lu sur Twitter, et d'ailleurs je vous mets le tweet ici qui est très pertinent là aussi, oui c'est un épisode qui va se centrer sur la psychologie, qui va prendre le temps, nous permettre d'apprendre plus sur les personnages, comment ils réagissent après une grosse défaite suite à l'épisode 6, et je suis tout à fait d'accord, cet épisode va s'attarder sur la réaction des personnages après cette défaite. On avait posé les bases pendant pratiquement 5 épisodes, les intrigues, leurs enjeux et les différents personnages étaient clairement présents, le rythme était volontairement lent pour nous permettre de rentrer à nouveau dans cet univers après des années d'absence, on passait sur un début de série lent, puis d'un coup ça s'accélérait sur le 5e et surtout le 6e, et là on revient sur quelque chose de lent, donc c'est là où je veux en venir, c'est que ce rythme saccadé risque de peser lourd sur la série. Nous sommes actuellement au 7e épisode, il n'en manque plus qu'un seul pour finir la saison. Dans une série, tu commences toujours lentement sur le début de la saison pour rentrer vraiment dans les intrigues. Au milieu, tu vas avoir plusieurs chemins qui se dessinent et certaines intrigues qui vont se confirmer, et sur la fin, c'est là un petit peu entre guillemets le bouquet final où le tout doit aboutir à quelque chose de cohérent et suffisamment dynamique, même peut-être marquant, pour nous permettre encore plus d'attendre la suite de la série. Et là, le problème, c'est que avec cet épisode 7 qui est un petit peu en demi-teinte, j'ai l'impression que le rythme va en pâtir et que l'épisode 8 risque très fortement lui aussi d'être lent. Donc voilà, je suis un petit peu inquiet suite à cet épisode. C'est pas une inquiétude en mode vraiment catastrophé, mais c'est vrai que ce problème de rythme risque forcément de se ressentir sur la fin de la série. J'espère me tromper, mais l'épisode 7 n'est pas totalement là pour me réjouir. En plus, il y a deux petites incohérences que j'ai relevées. Déjà, Halbrand, à la toute fin de l'épisode, on sent qu'il est blessé, qu'il a du mal à se relever et que peut-être potentiellement il ne pourrait pas s'en sortir. Galadriel dit même qu'il a besoin de médecine elfique, donc ça veut dire que c'est une blessure assez profonde qui ne peut être soignée que par des techniques. Et là, elle sort de la tente et Halbrand la suit comme si de rien n'était. Il va monter sur un cheval comme si de rien n'était. Peut-être qu'il y a eu une ellipse entre le moment où Galadriel reste dans la tente et le moment où elle sort, et ça permettrait de justifier le fait qu'Halbrand est récupéré. Mais alors pourquoi nous dire que le mec est blessé, on sent qu'il souffre, et il monte à cheval comme si de rien n'était? Et effectivement, il suffit juste de dire qu'on a besoin de médecine et hop, c'est l'effet placebo, on est guéri et on peut monter à cheval. Là, oui, je trouve que c'est un peu dommage. Autre incohérence, le Balrog. J'ai rien contre le Balrog, le fait qu'il apparaisse c'est très bien, c'est très sympathique, ça fait un grand clin d'œil à la saga. Mais là où j'ai un problème d'incohérence avec cette scène, c'est que le Balrog, déjà bon, outre le fait qu'il est découvert bien plus tard au 3e âge, c'est qu'en réalité ce Balrog il était endormi et c'est les nains qui en creusant encore plus profondément vont le réveiller. Sauf que là il est déjà réveillé, il suffit juste de faire tomber une petite feuille et la petite feuille va comme par magie tomber devant le Balrog et le réveiller de son sommeil. Je vous avoue, je chipote peut-être un peu, mais c'est vrai que c'est un peu dommage. Le Balrog il est découvert, on ne sait pas qu'il est là. Le fait qu'il y ait tout ce mithril autour de lui, on peut même penser que c'est lui, le fameux Balrog qui se battait contre le guerrier elfe et qui est devenu une légende racontée par Elrond dans l'épisode 5. Mais voilà, c'est vrai que montrer le Balrog et le fait qu'il soit déjà réveillé, pour moi ça pose clairement un problème de continuité. Et malgré tout cela, j'ai quand même trouvé l'épisode sympathique. C'est pas parce que je trouve que parfois il est ennuyeux ou qu'il a des incohérences ou des problèmes
problème que c'est un mauvais épisode. Pour moi, c'est peut-être l'un des épisodes que j'apprécie le moins par rapport à tout ce que l'on a vu dans le passé. Une réalisation qui reste quand même impeccable, une musique superbe, des acteurs toujours très impliqués, mais voilà, ça reste quand même dans la globalité de la saga un épisode sympathique qui apporte son lot d'informations, et là je vous avoue, je ne vais clairement pas cracher dessus. L'épisode s'ouvre là où le dernier s'était clôturé, au Nouveau Mordor, cette nouvelle région qui naît dans le feu et les cendres, et c'était très pertinent de montrer toute cette apocalypse qui vient après la bataille, le fait que Galadriel évolue dans un brouillard, les autres personnages qui avancent aussi dans le brouillard et qui ont du mal à se repérer. J'ai même eu l'impression parfois qu'il y avait un peu des parallèles entre certaines scènes que j'ai déjà vues dans des films qui parlaient de la Première et Deuxième Guerre mondiale, le fait qu'on se réveille dans un endroit un peu apocalyptique, qu'on ne comprend pas ce qu'il s'est passé, comme si une bombe avait explosé et désorienté tous les personnages. Idem pour le petit hôpital dans la tente où il y a des blessés, des personnes amputées, d'autres brûlées. C'était très bien vu afin d'illustrer que le Mordor ne naît pas sans conséquences. Númenor ne réalise pas totalement ce qui lui arrive, les personnages sont eux aussi désorientés par la situation. On a la reine Myriel qui va perdre la vision, et là c'est encore une fois peut-être un foreshadowing des épisodes précédents, où lorsque Myriel discutait avec son père, ce dernier l'avait mis en garde en lui disant que si elle retournait en Terre du Milieu, elle risquait de revenir avec les ténèbres. Effectivement, comme beaucoup, je pensais qu'elle reviendrait avec une noirceur au fond d'elle, le fait qu'elle aurait vu des horreurs et que ça lui aurait un petit peu perverti l'esprit, mais en réalité il fallait prendre ça au premier degré et comprendre que en partant en Terre du Milieu, elle reviendrait aveugle, puisque son champ de vision est désormais assombri. Elendil est triste d'avoir perdu son fils Isildur, et là où c'était bien vu, c'est qu'au départ il va pas mal intérioriser sa douleur, et puis à la toute fin il va carrément laisser libre cours à sa tristesse, et c'était intéressant de montrer que sous la carapace du commandant, il y a quand même un père qui a perdu son fils. Certes, on sait tous que c'est une fausse intrigue, puisque Isildur va survivre et que plus tard il fera d'autres choses. Là où c'était quand même pertinent de montrer cette potentielle disparition, c'est que cela va accentuer encore plus les ressemblances entre Isildur, Elendil et Aragorn, à nouveau grâce à une scène qui va là aussi permettre de faire un parallèle évident entre ces personnages. La séquence du cheval qu'on avait vu dans le précédent épisode, où Elendil parle au cheval pour le calmer, ça faisait évidemment penser à une séquence d'Aragorn dans les Deux Tours, et là on a encore une séquence qui fait penser à ce film. C'était le moment où Elendil va relâcher le cheval de son fils, et on sent que le cheval est perturbé par le fait que son cavalier est manquant. Il va partir au triple galop, lui aussi blessé, mais il part quand même, et je pense que c'est potentiellement un foreshadowing sur le fait que Isildur va être sauvé par son cheval, comme l'a été Aragorn dans les Deux Tours après être tombé lorsqu'il combattait les wargs. Son cheval Harod est venu à son chevet pour le tirer d'affaire et ainsi l'emmener jusqu'au gouffre de Helm, là où la bataille finale était enfin à l'œuvre. Pendant tout ce temps, on a Galadriel et Théo qui vont évoluer eux aussi de leur côté, et là où c'était pas mal, c'est que les deux personnages vont se remettre en question, ils vont s'interroger, essayer de tirer des conclusions de la catastrophe qu'il vient de se produire. Galadriel va dire que c'est totalement sa faute, puisque c'est elle qui a porté Númenor ici et de facto poussé Adar à aller plus loin dans son plan, et Théo va dire que non, c'est ma faute parce que c'est lui qui a donné l'épée, mais Galadriel va calmer l'enfant en lui disant que certes, c'est peut-être lui le responsable, mais que c'était peut-être la volonté de la destinée et que de facto, il ne faut pas forcément mettre la faute sur soi lorsque le destin est invoqué. La séquence avec les orques où Galadriel et Théo vont se cacher m'a fait là aussi penser à une séquence de la Communauté de l'Anneau où le Cavalier Noir arrive au pied des Hobbits, et c'était très intéressant de voir ce parallèle. Là aussi, les personnages sentent qu'ils sont en danger et qu'il vaut mieux rester silencieux pour ne pas se faire avoir. Et pendant cette séquence où ils cherchent à passer la nuit en sécurité, Théo et Galadriel vont tour à tour discuter et l'elfe va parler très calmement de son mari Celeborn qui aurait potentiellement disparu. Alors effectivement, elle tire des conclusions peut-être hâtives en disant que son mari est certainement mort. Je suis déjà très content qu'elle ait au moins parlé de Celeborn, ça permet d'expliquer un peu pourquoi il n'est pas encore apparu à l'écran. Maintenant, reste à expliquer pourquoi il a disparu, où est-ce qu'il est, est-ce que la saison 2 ou une autre saison va répondre à cette question, est-ce qu'il est véritablement mort? Encore une fois, la série joue avec nos nerfs et j'ai bien peur que l'épisode 8 n'apporte guère plus de réponses à ce sujet. Au moins, on sait qu'il existe, que Galadriel est liée à lui, c'est déjà une bonne chose. Je vous avoue que j'aurais pas mal ragé si ce personnage n'était pas mentionné une fois, ou même pire, qu'il était totalement absent de la série. En parallèle de tout cela, Théo va commencer à développer un peu une sorte de culpabilité, lui qui se voit comme véritablement l'instrument du Mordor qui a donné naissance à cette nouvelle région en révélant l'emplacement où était
côté l'épée brisée, eh bien il va avoir une certaine rancœur en lui, même peut-être une noirceur et une volonté de venger sa famille qui serait potentiellement morte. Et là aussi, j'espère voir dans le futur si Théo a ou non cette part de ténèbres qui va continuer à le gangréner et ainsi grandir au fond de lui pour peut-être aboutir à la naissance d'un futur spectre de l'anneau. Une théorie très populaire là aussi, mais je vous avoue qu'elle fait pour l'instant pas mal mouche quand il s'agit du personnage de Théo, et j'espère peut-être me tromper, et si c'est le cas, eh bien tant mieux, au moins je serai surpris, mais c'est vrai que les indices concernant Théo et sa noirceur qui grandit au fond de lui me font dire que cette théorie n'est peut-être pas si fausse que cela. Et la fin de l'épisode est un peu plus claire, alors que l'épisode précédent nous offrait la possibilité d'avoir tous les personnages réunis au même endroit, cette fois-ci, c'est totalement différent. Les personnages vont se disperser aux quatre coins de la Terre du Milieu. On a Myriel, Elendil et les Núménoréens qui retournent à Núménor pour revenir. On a les Hommes du Sud avec Théo, Arondir et Bronwyn qui vont aller sur la cité de Pélargir, une cité là aussi núménoréenne qui a été fondée au deuxième âge, ce qui est théoriquement logique du point de vue chronologique à ce moment-là. Et enfin, on a Galadriel et Halbrand qui s'en vont tous les deux en direction du Lindon pour rencontrer le haut roi des elfes Gil-galad, et là les théories vont être encore plus nourries. Il est possible que les deux cavaliers fassent route en direction de ce territoire et qu'au passage ils s'arrêtent en Eregion chez Celebrimbor, celui qui fera de grandes choses dans cette zone, mais je ne vais pas en dire plus pour ne pas spoiler. Bref, le départ de ces deux personnages va donner encore plus de grains à moudre pour ceux qui défendent la théorie comme quoi Halbrand serait en réalité Sauron. L'épisode se conclut sur la naissance du Mordor. Le fait que les terres du Sud soient renommées en Mordor a posé visiblement problème, j'en ai vu beaucoup qui se sont insurgés sur cette information. Moi je vous avoue, j'ai pas trouvé cela dérangeant. Certes, tout fan qui se respecte reconnaîtra le fait que c'était la naissance du Mordor et que cette terre de désolation ne sort pas de nulle part, mais pour un spectateur lambda, peut-être qu'effectivement une montagne en feu ça ne leur rappelle rien du tout, donc je n'ai pas trouvé ce petit changement de titre dérangeant. Oui, par contre, je reconnais que ça aurait été bien plus classe que ça soit Hadar qui prononce le mot Mordor. En deuxième partie, on a toute l'histoire des Hobbits, le fait que ces personnages vont faire leur route et qu'ils vont faire une étape dans une espèce de verger, c'était très intéressant, même si effectivement l'histoire fait pas mal de surplace avec quelques petites péripéties sympathiques. Déjà au départ, quand on voit le verger et qu'il y a ces espèces de météorites, je croyais, oui, effectivement, que c'était des météorites et que cela faisait référence en fait au nombre de 3, parce que j'ai l'impression qu'il y en a 3 avant que je vois en fait derrière l'étranger qu'il y a de la fumée, ce qui sous-entend qu'il y en a encore plus. Je pensais que c'était une allusion aux prêtresses qui sont elles aussi arrivées peut-être par météorite, parce que les prêtresses ont cette dimension un peu magique comme l'étranger, mais en fait non, c'est une allusion assez habile au fait que les hobbits sont en train de voyager vers le nord du Mordor et que lors de leur voyage, ils sont passés trop près d'une région qui vient de naître, ce qui sous-entend que la montagne du destin qui a explosé s'est étendue à perte de vue et que la naissance du Mordor a fait des dégâts incommensurables sur toutes les régions avoisinantes. L'étranger va être très préoccupé par ce qu'il voit, le fait que les hobbits sont inquiets et qu'ils n'ont peut-être plus assez de nourriture pour continuer leur voyage. C'était intéressant de voir ce personnage essayer de soigner l'arbre et que par cet acte, certes, il va nettoyer le verger et faire ressurgir toute la nature environnante, mais de l'autre, il va blesser indirectement 2 hobbits, dont Nori, encore une fois. Décidément, j'ai l'impression qu'il a pas mal de problèmes ce personnage et qu'il ne maîtrise pas totalement ses pouvoirs. Certes, il inspire quand même pas mal de bonté, mais de l'autre, par moment, je trouve quand même qu'il est parfois assez malveillant. Et en parlant de malveillance, qui c'est qui arrive? Les prêtresses, et elles vont débarquer dans le verger pour essayer de retrouver l'étranger. Là où c'est pas mal, c'est que à chaque fois qu'elles apparaissent, il y a une espèce de voix qui chuchote en fond et qui dit Ilúvatar. Je l'ai bien fait, hein. Tu vois, j'ai fait un effort pour le faire. Mais effectivement, Ilúvatar, c'est un personnage très connu des fans. Ce n'est ni plus ni moins que le père fondateur de toute chose, celui qui a créé les Valar, c'est-à-dire entre guillemets pour schématiser les dieux, et que les Valar ont eu des serviteurs, les Maiar, dont sont issus par exemple les Balrog, Gandalf, Saruman, Radagast, Sauron aussi, qui était au service d'Aulé, le Valar attaché au domaine de la forge. On comprend dès lors pourquoi Sauron est très doué pour forger des trucs,
c'est tout simplement son domaine d'activité. Le fait qu'on entende cette musique et ce surnom d'Ilúvatar, ça permet de relier tous ces personnages à cette entité et la potentialité que ce sont en réalité des envoyés d'Ilúvatar. Est-ce que ça serait des Maillards bienveillants qui recherchent l'étranger pour l'accueillir et l'aider? Est-ce que ça serait des Maillards malveillantes qui seraient plutôt à la solde du mal et ainsi lancées à la recherche de l'étranger qui serait en réalité Sauron réincarné, comme le veut une grande partie des théories? Eh bien, je vous avoue que suite à cet épisode, je suis plutôt partisan du fait de dire que les prêtresses sont potentiellement des Maillards envoyés par quelqu'un, qu'elles étaient là à attendre le retour de Sauron et qu'elles sont en réalité là pour l'accueillir et lui permettre de retrouver la mémoire, mais en tout cas une chose est sûre, elles ne sont clairement pas bienveillantes, suite au fait qu'elles sont capables de capter le feu et de le réutiliser et même le disperser. À un moment, Nori va les observer au loin et elle se téléporte carrément à côté d'elle, donc il y a clairement quelque chose de magique dans ces personnages, et le fait qu'elles incendient toutes les carrioles des hobbits, c'était pas mal pour montrer effectivement que ces personnages ne sont peut-être pas là pour plaisanter et que avec cet acte, elles seraient potentiellement des défenseuses du feu sombre en opposition au feu sacré de la flamme d'Anor, comme le disait Gandalf dans la communauté de l'anneau. Donc à voir si ces prêtresses auront un rôle plus tard, si elles sont là effectivement pour accueillir le nouveau Seigneur des Ténèbres ou au contraire essayer de pervertir un nouveau magicien, peut-être un mage bleu parce que ça pourrait coller avec le fait que les mages bleus seraient potentiellement arrivés au deuxième âge et non au troisième comme le disent les textes grâce à une note de Tolkien, et là on verra, peut-être que l'épisode 8 aura cette information ou pas, mais en tout cas je pense clairement que les prêtresses, il y a quelque chose d'assez curieux avec elles, et pour moi c'est sûr, elles sont reliées à la magie et à une entité bien plus puissante. Vous l'aurez donc compris, je suis clairement partisan de l'hypothèse comme quoi l'étranger c'est en réalité Sauron réincarné et que les prêtresses sont là pour l'accueillir et l'aiguiller afin de lui permettre d'avoir totalement conscience de qui il est réellement. Et enfin dans le troisième acte, on avait pas mal d'informations sur tout ce qu'il se passe dans le royaume nain de Khazad-dûm. L'elfe Elrond vient présenter la proposition du haut roi des elfes Gil-galad au souverain sous la montagne Durin III, et ce dernier est très intéressé effectivement par la proposition très alléchante que lui fait Elrond, mais il va gentiment décliner en disant qu'en fait, il préfère sauver ce qu'il est. Les elfes sont condamnés, ce sont des créatures qui ont fait leur temps, et pour lui, cela ne justifie pas le fait qu'il faut les aider. Comme je vous l'ai dit par le passé, il y a eu beaucoup de conflits entre les nains et les elfes, et toute cette rancœur est encore très présente chez certains personnages. Certes, le prince Durin IV est très ami avec Elrond, mais cette amitié n'est pas forcément très partagée au sein de la communauté naine. On en revient à une thématique très connue dans l'univers de Tolkien, les nains pensent avant tout à leur nombril et ne vont pas plus loin que leur caverne. Ce sont des créatures façonnées par Aulé, le dieu de la forge, et que leur cœur est aussi dur que la pierre qui compose toute la montagne. De facto, aller à l'extérieur, ça ne les intéresse pas et il vaut mieux s'en détourner pour garder les yeux rivés sur ce qu'il se passe dans la montagne. Face à ce refus, on a droit à une séquence très émouvante, et beaucoup l'ont dit à juste titre et je vous rejoins, c'était bien vu de montrer cette séquence de légèreté entre Durin IV et Elrond, des adieux qui ne sont pas des adieux puisqu'Elrond dit qu'il préfère dire Namarrié, c'est-à-dire au revoir, plutôt que adieu. Ça voudrait dire que plus tard ils sont appelés à se revoir, et en fait ils ne vont pas se dire au revoir très longtemps. Durin va se rendre compte que le Mithril est capable de soigner la feuille de l'arbre, et qu'en voyant cela, eh bien il va braver l'interdit de son père et ainsi aider son ami Elrond. Je vous avoue, je ne suis pas totalement fan de cet aspect régénérateur qu'ils ont donné au Mithril par rapport à la feuille de l'arbre. On verra si cela est exploité plus tard, si Elrond parvient grâce au petit minerai qui lui a donné Durin à soigner l'arbre du Lindon ou pas du tout, mais c'est vrai que c'est assez curieux de donner toute cette dimension à la base à un métal qui était avant tout précieux, mais à voir, peut-être que ça sera exploité différemment dans le futur. Et malgré cela, tous les deux vont être découverts par le roi Durin III, et ce dernier va avoir une séquence très intimiste entre lui et son fils Durin IV, un moment très important où il va parler du passé, de sa naissance et de ce côté miraculeux au fait qu'il ait survécu alors qu'il était peut-être un peu chétif et maladif au départ. Et là où c'était bien vu, c'est que Durin III va destituer son fils, donc à voir si dans le futur peut-être il y a quelque chose à voir avec cette séquence et l'importance de cette destitution et cette déchéance de l'héritage de Durin IV. Il y avait une opposition entre le passé avec Durin III et le futur avec Durin IV. On a deux visions qui s'affrontent, l'un qui veut rester sur l'attentisme et qui a peur de cette nouvelle découverte qu'est le Mithril, et l'autre qui veut avancer beaucoup plus, aider son ami Elrond, et ainsi peut-être essayer de faire toute la richesse de Khazad-dûm,
On verra comment là aussi cette intrigue aboutira dans le futur, si effectivement peut-être que Dorine 3 va mourir et de fait entraîner l'héritage de son fils, je ne sais pas, mais en tout cas là aussi c'était pas mal de montrer que effectivement Dorine 4 est très déçue d'avoir été destituée et que son père ne partage pas sa vision des choses, mais maintenant je vous avoue que je suis assez intrigué par cette histoire et de voir de quoi l'avenir pourra être fait à ce niveau-là. C'est vrai que avec l'histoire du Balrog, peut-être que ce dernier va être introduit beaucoup plus tôt et de facto Dorine 4 va creuser dans les mines et découvrir le Balrog. Ça serait certes là aussi une grande incohérence du point de vue chronologique, puisque si je ne me trompe pas, c'est un autre Dorine qui est bien plus tardif qui va découvrir le Balrog et ainsi entraîner la mort de son père et d'une grande partie de sa lignée et la destruction de Khazad-dûm. Ça serait très prématuré de dire cela et même anticipé de penser peut-être que ça va arriver dans la série, mais vu que le Balrog semble éveillé, eh bien le doute est totalement permis. Bref, vous l'aurez compris, c'est un épisode quand même intéressant, il y avait des choses à dire. Par moments, j'ai trouvé que c'était ennuyant, il y avait aussi des moments de longueur et ce problème de rythme qui, je l'espère et je croise les doigts, ne portera pas préjudice au dernier épisode. J'ose espérer que le final sera en apothéose et que tout cela va aboutir à quelque chose d'explosif, comme l'était l'épisode 6. Là, vu qu'il ne reste plus qu'un épisode, je suis très impatient de voir de quoi l'avenir va être fait à ce niveau, comment la série va se conclure, comment elle va ouvrir pour une suite, si ce final va apporter des éléments de réponse ou pas du tout sur certains mystères. J'espère que l'épisode 8 va pouvoir lever ce doute. Merci beaucoup à vous d'être restés jusqu'au bout et on se dit à la semaine prochaine pour la review tant attendue de l'épisode final. Salut à vous!